Bonjour à tous et bienvenue à Sport Définition sur le plateau de Big Media en direct, la 3e édition de ce Big Media en direct du Carreau du Temple. Merci de vous connecter aussi nombreux. Merci à vous qui êtes derrière les caméras. Pendant longtemps, la performance sportive et la performance environnementale semblaient appartenir à deux mondes différents. Aujourd'hui, les grands événements, les clubs, les fédérations, les entreprises du secteur n'ont pas d'autre choix, évidemment, que de réduire leur empreinte carbone. Mais la décarbonation consiste-t-elle simplement à réduire ses émissions ou est-ce qu'elle est en train de redéfinir notre manière de penser la performance et de créer la valeur? C'est toute la question dont on va parler aujourd'hui avec mes 3 experts, mes 3 invités. À mes côtés, Justine Biraud, directrice de l'Institut du sport durable. Bonjour Justine. Bonjour. Paul, cofondateur et co-CEO de Nolt avec la marque sur le maillot. Oui, bonjour. Salut Paul, merci. Ça va? Oui, très bien. Et à mes côtés également, Romain Lauvergnat, fondateur et CEO de Stadium Go. On va évidemment parler de tous vos business. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup Justine. On va commencer avec vous, puisque vous êtes un petit peu la référente dans tout ce qui est développement durable dans le sport. On dit souvent que le sport, c'est une des premières victimes du dérèglement climatique. En revanche, c'est aussi un peu l'un des premiers contributeurs. Est-ce que le monde du sport a réellement pris conscience de cette crise climatique qu'on est en train de vivre depuis quelques mois? Quelques années même. Ouais, en ce moment, il y a quelques événements qui jouent en notre faveur. On vient de traverser une canicule importante, donc là, on a bien vu, on fait plus de sport, on ferme les gymnases, on arrête d'organiser des compétitions. Et pour les clubs, ça a un impact économique très important. Évidemment. Parce que les buvettes, c'est une source de revenus très importante. Et s'il n'y a plus de tournois, il n'y a plus de buvettes, il n'y a plus d'argent. Et on a eu un deuxième événement qui a vraiment montré notre dépendance aux énergies fossiles, c'est le détroit d'Ormuz. Donc le prix de l'essence est monté au-dessus de 2 € de litre et on a vu des compétitions ou des tournois de fin d'année qui ont été annulés parce qu'on ne pouvait plus se rendre à son tournoi, que les parents, ça coûtait beaucoup trop cher d'emmener son enfant à une compétition. Donc on va dire le contexte actuel, qui est un apéro de ce qu'on va pouvoir vivre plus tard finalement, nous montre qu'on est à la fois très dépendant des énergies fossiles, donc on a intérêt à se décarboner, mais qu'aussi l'impact du dérèglement climatique va jouer sur la pratique sportive et qu'il va falloir adapter nos calendriers, nos manières de faire. Voilà, là, on y est quoi. Ça y est, c'est plus 2050, c'est aujourd'hui. On ne peut pas le nier, ça favorise un peu le message que vous essayez de véhiculer tout au long de l'année. Alors Paul, vous êtes parti d'un constat très concret. Chaque saison, des milliers de maillots sont remplacés, jetés ou parfois même oubliés. À quel moment vous êtes dit il y a une opportunité business? Et justement, l'équipement sportif, on peut également se réinventer. Alors, avec Nolt, c'est vrai que le sujet de la circularité, il est central. C'est arrivé dès le début. En fait, c'est assez simple. Je pense que c'est un peu une maraude qu'on se dit tous. On a tous vu cette histoire de les joueurs professionnels de foot utilisent un maillot par match. Et c'est un truc, depuis que je suis gamin, on me le répète. Et en fait, quand tu prends un peu de recul, même dans les clubs amateurs, alors c'est pas un maillot par match, évidemment, mais c'est un maillot par saison. Oui. Et en regardant un peu les chiffres en 2020, quand on s'est lancé, on a vu qu'en moyenne, un maillot de foot était porté 24 heures. En fait, concrètement, c'est tu portes ce maillot que je suis en train de porter et ce soir, je le jette. Donc c'est là le trigger qui a fait, OK, faut faire quelque chose. Merci beaucoup. On parlera évidemment de tout ce que vous faites évidemment chez Nolt. Romain, un autre responsable des émissions, c'est évidemment pas des moindres, c'est les déplacements sportifs. Vous, chez Stadium Go, vous avez trouvé une solution. Est-ce que c'est devenu un vrai sujet pour les organisateurs d'événements sportifs, justement, ces déplacements de spectateurs? Ou est-ce qu'il faut encore remonter les manches? Ça ne l'a pas toujours été, parce que ça fait 7 ans qu'on existe. Et en 2019-2020, pas grand monde avait conscience de ce problème-là. Maintenant, si on pose la réalité, si on prend un événement sportif, il y a à peu près 70 à 80% du bilan carbone qui est représenté par le déplacement des spectateurs. Et donc, c'est le premier, par définition, levier d'action qu'on peut avoir. Et le covoiturage, c'est quelque chose d'assez simple, qui existait déjà avant nous, mais on l'a adapté au sport, qui fait que mathématiquement, si je divise par 2 le nombre de voitures, je divise aussi l'empreinte carbone par 2. Et qu'en mutualisant la manière dont vont les gens et en éduquant les gens à aller autrement pour vivre toujours leur passion, parce qu'il y a le sujet de ne pas interdire aux gens de vivre leur passion, finalement on arrive à ce qu'on essaye, je pense, collectivement de faire, de rendre ce sujet d'écologie un peu marrant, un peu fun. Justine, quand vous entendez Romain, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt un défi technologique ou comportemental, à votre avis? Ou peut-être un peu des deux. On a parlé d'éduquer les gens, mais il faut aussi aller convaincre les dirigeants de clubs et les fédérations.
Alors sur la décarbonation de la mobilité, il y a plusieurs leviers qui sont à activer. Il y en a un qui on peut dire un peu technologique, ça va être l'électrification des modes de transport. Donc il va falloir avoir plus de petits véhicules électriques légers, voilà, de se déplacer un peu moins loin, réduire les distances et aussi encore augmenter le covoiturage. Donc, dans les études qu'on a fait au Shift Project, il y a 2,3 personnes par véhicule en moyenne. Et d'ailleurs, on avait travaillé avec Stadium Go pour identifier ces moyennes. 2,3. Et on voit qu'on peut encore aller un peu au-dessus, que ce soit pour les entraînements, pour les matchs ou pour les spectateurs qui se rendent au match. Dans les 3 cas de figure, on peut encore mettre un peu plus de monde dans les voitures. Même si c'est instinctif, il va falloir aussi changer les comportements, essayer d'adopter de plus en plus de mobilité décarbonée. Et là, on est en train de parler des voitures, mais je ne sais pas si vous avez vu le chiffre qui est sorti ce matin. Le directeur de la FIFA qui a fait 1,5 fois le tour de la planète déjà depuis le début de la Coupe du Monde. On est en plein dedans. En ce moment, c'est vraiment le sujet. C'est plus de 60 000 km dans son jet privé, où il n'est tout seul, évidemment. Paul, dans votre métier, on touche directement aux habitudes des clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à remettre en question leur manière de s'équiper, ou est-ce que c'est encore un petit sujet difficile pour vous? En fait, quand on s'est lancé post-Covid, il y avait ce grand mouvement de « je veux tout changer ». Donc il y a eu une vraie traction pour la marque. Et je pense que Stadium Go l'a vécu aussi. Ce truc de... Et on est tous pareils. Enfin, à titre individuel, on a tout changé. Et il y a le truc aussi, 2022-2023, la réalité de la guerre en Ukraine, les réalités économiques nous ont tous rattrapés. Et du coup, les présidents de clubs reviennent sur la réalité de... Il faut que je puisse acheter un 4x4 pour les gamins après l'entraînement et tout. Ça, c'est la réalité d'un club et il ne faut pas l'oublier. Et les clubs professionnels ont aussi leur réalité. Donc là, aujourd'hui, on est en 2026, donc on entame le 2e semestre 2026 aujourd'hui. Concrètement, je vais être tout à fait honnête, on est revenu à pré-Covid, c'est-à-dire que c'est plus un sujet. Le sujet aujourd'hui des clubs, c'est il faut survivre et se développer. Donc nous, Nolt, comment est-ce qu'on fait pour exister et surtout se développer? Parce que chaque année, on double le nombre de clubs. C'est pas malheureusement, hein, mais c'est pas en parlant de l'éléphant qu'on voit tous dans la pièce. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est il faut que ça soit sexy, que ça soit désirable et que ça soit facile. Donc il faut casser tous les freins qui existent. On a développé un configurateur 3D pour que les gens puissent faire facilement leurs maillots. On fait des maillots qui sont beaux. Parce que si c'est pas beau, aussi vertueux que ça soit, malheureusement, on aura du mal à les embarquer, les gens. Et enfin, et la brique peut-être la plus importante, il faut que ça soit accessible. Parce que d'autant plus dans les équipements pour les clubs, nous on parle à des dizaines de milliers de joueurs amateurs dans des clubs aux 4 coins de la France. Si le maillot, il coûte 2 fois le prix d'un maillot d'une marque concurrente made in Bangladesh, aussi vertueux soit-il, il n'y aura aucun impact. Bien sûr. Mon sujet à moi, c'est que tant que j'ai pas une échelle importante et que je prends pas un peu de place dans le paysage médiatique, j'ai pas d'impact. On dit donc la transition écologique coûte cher, bien évidemment. Pendant longtemps, on a pensé que les équipements plus responsables coûtaient forcément plus cher. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Ou est-ce que l'économie circulaire devient aujourd'hui un argument économique? Quand vous allez voir les clubs, vous l'avez dit, ça coûte plus cher. Mais alors, comment est-ce que vous faites justement pour que cette économie circulaire, comment on la rend sexy? Ça coûte pas plus cher. J'ai pas dit ça. Voilà. J'ai dit, il y a ce truc de... Non, vous avez dit, quand je vais voir, donc pour un amateur, ça lui coûte 2 à 3 fois plus cher que le concurrent. Non, c'est si je fais ça, ça marche pas. Donc nous, on est au même prix que les autres parce qu'on travaille en direct avec les clubs. Notre seule chance de réussir, c'est de économie réfléchir. d'échelle. Oui, c'est ça. C'est ça. On grandit vite, on enlève les intermédiaires et du coup, on peut grandir et ça peut fonctionner. La seule réalité, c'est quand même celle-ci, c'est que tant qu'on n'est pas au même prix que les autres, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, Nolt se développe vite parce que le prix de sortie du produit coûte le même prix que les autres. Ça, c'est dit. Voilà. Achetez Nolt, c'est le même prix. Ça... Et vous ferez du bien à la planète. Voilà. voilà. Mais après, je suis complètement d'accord sur le postulat qu'il y a ce truc dans la tête de se dire si c'est bio, c'est trop cher. Et donc, il y a tout ce truc un peu à casser. Et je pense qu'on le vit tous dans notre quotidien. C'est que non, c'est pas vrai. Il faut juste repenser les modèles. Donc, nous, on a un modèle sans distribution. Et je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin encore. On en parlait tout à l'heure. Il faut même arrêter de vendre. Notre sujet à nous, c'est comment est-ce qu'on imagine un modèle où on passe de la vente, la pure vente qu'on connaît tous, à l'usage. Où est-ce qu'on arrête de vendre? Parce que moi, mes clubs, ils utilisent les maillots pendant 1 saison, 2 saisons, et après, aussi recyclés soient-ils, qu'est-ce qu'ils en font? Alors moi, je mets en place des systèmes de récupération pour les recycler, pour m'assurer que je les récupère, mais j'arrête de les vendre. On les met en location, je les récupère, ça repart dans le système. Donc tout notre sujet à nous, il est de passer d'un modèle purement B2C qu'on connaît, à un modèle vraiment de fonctionnalité. Et c'est là, je pense, où tu transformes une habitude. Donc, tu peux parler d'habitude. Le jeu, il est là. C'est que
Il y a la technique, c'est hyper important. Recycler du polyester, c'est vraiment pas facile. Ça fait 4 ans qu'on bosse dessus. D'accord. Une fois que tu as fait ça, c'est super, tout le monde t'applaudit. Mais comment tu fais pour dire au président du club de rugby à Auch, bah maintenant tu vas arrêter de les acheter, tu vas les louer. Ça, c'est encore un autre game. Et les louer, ça lui coûtera aussi cher. Non, ça lui je veux dire, coûtera le moins même cher. prix, moins cher. Comme ta Mais voiture là, en leasing. l'argument. Comme ta voiture en leasing, ça te coûtera moins cher. Et alors là, l'argument marketing, il est tout fait. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire le gap alors? Parce que j'ai pas encore Justine, elle commencé. se dit oui. J'ai pas commencé. On lance la location là à la rentrée. Ah d'accord, très bien. Donc Ok. on en reparle dans un an. Eh bien, avec grand plaisir, on se retrouvera ici dans un an pour en parler. Justine, quand les fédérations viennent vous voir, est-ce qu'elles parlent d'impact? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu un de leurs sujets? Ou elles parlent encore un peu trop de compétitivité, justement? En tout cas, le sujet, il existe. Alors que je pense qu'il y a même 5-6 ans, il existait un peu moins. Maintenant, dans chaque fédération, il y a au moins une personne qui s'occupe des sujets RSO au sens large. Alors nous, il y a 2 choses qu'on remarque. C'est que souvent, les sujets sociaux sont traités en même temps que les sujets environnementaux. D'accord. Donc parfois, c'est difficile pour une personne de faire tout en même temps. Donc ça, c'est une des choses qu'on remarque. Et aussi que c'est souvent une personne qui s'occupe de ça dans un service, alors que on voit bien que la transition écologique, ça va coûter le transport, l'organisation des compétitions, les achats, les championnats. En fait, c'est dans toutes les branches d'activité d'une fédération, d'un club, qu'il va falloir agir et avoir un plan de transition d'ici à 2050. Donc on a 25 ans pour s'organiser, pour avoir un plan et pour se mettre en action. Mais ça ne se fera pas avec une personne dans un service un peu placardisé dans une fédération. Ça se fera si tous les services décident à un moment sur les structures déconcentrées. De se renforcer et de mettre les moyens et de faire de construire une vraie équipe pour pouvoir vraiment prendre le sujet à bras et le corps. d'avoir une feuille de route. Ça, on insiste beaucoup sur le besoin d'anticiper, planifier la décarbonation. C'est qu'on ne va pas tout changer du jour au lendemain. C'est qu'on ne va pas réussir tout d'un jour à se dire ça y est, on a réussi à décarboner nos activités. Il y a 25 ans pour le faire. Mais il faut le faire de manière efficace dès aujourd'hui et prendre sérieusement le sujet au sérieux et pas se dire tiens, ce sera bien pour notre bilan RSE, ce sera bien pour le ministère parce qu'on va cocher une case, mais que ça soit vraiment intégré. Et alors ça, justement, est-ce qu'à l'Institut du sport durable, je me posais la question, est-ce que vous partagez des feuilles de route type? Comment ça se passe? Parce que vous êtes vous observez, mais est-ce qu'après c'est descendant? Est-ce que vous donnez un plan de route un peu type et après ils adaptent et ils reviennent vers vous et il y a un peu de consulting? Alors nous on travaille surtout avec les structures déconcentrées, donc les clubs, les ligues, parce que le sport amateur en fait c'est 80% de l'empreinte carbone en France. C'est pas que le sport amateur est beaucoup plus émetteur que le sport pro, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent. Bien sûr. Et donc c'est beaucoup plus de gens qui potentiellement vont être à risque si on décarbone pas nos activités. Nous on veut continuer à faire du sport tout le temps, plus. L'idée c'est qu'on est des amoureux du sport, quoi. On veut qu'il y en ait plus. Et donc à l'Institut du sport durable, nous on a créé des outils pour les fédérations et leurs structures déconcentrées qui sont accessibles gratuitement pour former, faire monter en compétence les dirigeants, actionner des leviers d'action très efficaces comme passer par des fournisseurs comme Nolt, comme Stadium Go. Nous, c'est des ressources qu'on va mettre à disposition des clubs en leur disant saisissez-vous de ça. Ces solutions existent. Ces solutions Donc existent. vous allez les mettre en avant et mettre en relation Romain et Paul avec ces clubs-là. Exactement. Merci beaucoup Justine. Romain, votre entreprise est née vous êtes parti en fait plutôt, vous avez transformé un problème écologique en opportunité entrepreneuriale. Racontez-nous un petit peu, vous proposez quoi chez Stadium Go? On a compris, c'est de faire du covoiturage, mais comment vous l'avez fait? Comment vous l'avez pensé il y a 7 ans et jusqu'à aujourd'hui? Je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Paul. Avec Stadium Go, on s'attaque à un truc qui est très dur, c'est le changement d'habitude. Pourquoi les gens vont encore aujourd'hui en voiture tout seuls et pourquoi ils covoiturent pas avec d'autres? Donc moi, c'est parti d'un besoin un peu égoïste de vouloir partager ma passion avec d'autres pour aller au stade, tout simplement. Et donc, en créant cette première version de ce qu'est aujourd'hui Stadium Go, on s'est nous-mêmes éduqués sur le plan environnemental, ce qu'on fait aujourd'hui avec les clubs, sur le fait de comprendre que, c'est ce que je disais tout à l'heure, mathématiquement, si je divise le nombre de voitures, je divise l'empreinte de carbone de CO2. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, marteler aux gens que c'est de leur faute et qu'il faut changer leur habitude parce que sinon on a un problème, c'est chiant et ça ne marchera jamais. Donc nous, on prend plutôt le pari de se dire comment on construit la meilleure expérience pour une fois que vous l'avez vécu, vous glissez à l'oreille que vous avez fait un truc sympa pour la planète et que si on continue tous ensemble, on va réussir à atteindre un but qui est plus grand que nous, qui est de réduire l'empreinte carbone du sport. Ça, c'est le discours de comment on fait. Mais dans les faits, on a aussi découvert des leviers assez simples. Justine, tout à l'heure, tu parlais du nombre de personnes qui est pas encore suffisamment élevé, de 2,3 personnes par voiture.
comment ce chiffre-là, on peut faire en sorte qu'il augmente. On peut vraiment mieux faire. Et comment on peut quand faire même. Ouais. On a une technique qui est assez simple, qui est que le cerveau humain, il aime bien quand on lui donne une carotte, quelque chose qu'il peut avoir. Et donc en fait, on a eu cette réflexion de se dire comment le fait de covoiturer et de prendre des gens que je connais pas dans ma voiture, parce que c'est le principe du covoiturage et ça peut faire peur parfois, peut me récompenser. Donc on travaille avec les clubs, les ligues, les fédérations pour leur permettre de créer leur propre expérience de covoiturage. Et donc si Paul met un trajet et que vous deux, avec Justine, vous allez dans sa voiture, il va avoir une place de parking au pied du stade qui est offerte juste parce qu'il aura proposé un trajet en covoiturage. Peut-être que la fois d'après, il sera tiré au sort pour avoir accès à l'échauffement au bord du terrain. Et plein de mécaniques de récompense. Ce petit supplément de motivation qui fait Exactement. que finalement c'est un cercle vertueux pour vous comme pour eux. Exactement, et c'est ce qui fait que les gens reviennent parce que ce qu'on essaye, j'ai parlé d'éducation tout à l'heure, il y a un gros travail d'éducation. Ce qu'on essaye de faire, c'est de pas avoir cet effet pervers de tu covoitures, tu as une récompense à chaque fois parce que ça pervertirait un peu la pratique. Mais par contre, on met très bien dans la tête des gens, ils le comprennent, que si tu covoitures, peut-être que ça peut t'arriver et que tu peux avoir accès à une récompense. Et donc comme ça, les gens ont juste envie de continuer. Et sans s'en rendre compte, ils nous aident à, depuis maintenant près de 7 ans qu'on existe, économiser, éviter des centaines et des milliers de tonnes de CO2 chaque année. On a compris, donc en fait on est des ânes. Avec la carotte, on a compris. Non mais c'est comme ça que ça marche. Enfin, je veux dire, il faut rendre le truc un peu sexy aussi. Tu fais quelque chose de bien pour la planète, t'as un cadeau. Mais, et après... Moi le premier, si on me dit Romain covoiture ou Romain covoiture et tu peux gagner un truc, la deuxième solution elle marchera toujours plus fort. Ouais. J'ai envie de savoir, vous avez déjà fait du covoiturage pour aller sur un événement sportif ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Déjà, je connais Romain depuis longtemps, donc il m'a complètement brainwashé. Tu ne prends jamais ta propre voiture, j'ai compris. Mais après, nous aussi, on va à des événements sportifs. Alors moi, je suis complètement biaisé. J'en fais beaucoup. D'accord. Et je me déplace toujours à beaucoup, de par le fait que j'ai mon associé qui se balade toujours avec moi, et les collègues, les amis, la famille. Donc oui, bien sûr. Mais tout est différent, en fait. Tout, ça dépend aussi du moment de ta vie. Tout dépend si tu as des gamins et machin et tout. C'est la réalité. Après... Tu marques un point. Est-ce qu'à 25 ans, sans connaître personne, j'irais mettre un truc de covoiturage pour aller voir mon club jouer en déplacement ? Je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr. Après, tu me dis que tu as la place de parking au pied du stade, c'est sûr que je le fais. Ça dépend quel stade, mais c'est vrai que parfois on est vraiment extrêmement loin. Quand franchement, à Nice, tu peux pas te garer, donc c'est sûr que je le fais. Ah, voilà, t'as une info. Ouais. Vous êtes du Sud tous les deux. C'est vrai, mais au-delà de l'aspect purement pratique de la récompense parking, il y a aussi la réalité qui est que par exemple une place de parking pour un stade de Ligue 1 ou de Ligue 2, c'est 20 €. T'es à combien ? Oui, c'est ça, 20 € par soir. Donc il y a l'économie et en plus il y a le côté pratique de j'arrive et je profite. Ouais, très bien. Justine, le sport a toujours inspiré la société sur plein de niveaux. Est-ce qu'il peut aujourd'hui devenir un vrai accélérateur de la transition écologique à votre avis ? Oui, c'est pour ça qu'on est là. Oui, bien sûr. Il peut devenir un accélérateur et nous, on incite beaucoup les acteurs du mouvement sportif à leur dire, par exemple, il va falloir décarboner les mobilités. On en est très dépendants. Donc c'est à nous de nous mobiliser pour dire on veut des voitures électriques, on veut des pistes cyclables, on veut des raccordements de nos infrastructures sportives à des transports en commun, on veut des places vélo, des places parking pour le covoiturage. Et ça, c'est nous, acteurs du mouvement sportif, qui pouvons nous saisir de ces sujets-là, qui sont des sujets globaux de décarbonation. Et je pense qu'on accélérera le passage à l'action si on est plus nombreux à se mobiliser sur ces sujets-là. Donc... ça, c'est si on parle de la pratique amateur, et évidemment, quand on parle de la pratique professionnelle, les sportifs de haut niveau sont les personnes les plus suivies sur les réseaux sociaux, donc ils ont la capacité à passer à l'échelle, faire passer des messages. C'est pas ce qu'on leur demande, et aujourd'hui, c'est pas tout à fait sur ces sujets-là qu'ils se sentent légitimes d'intervenir, mais on voit la capacité de ces porteurs de messages à faire changer des sociétés parfois. Et est-ce que vous, en tant que l'Institut du sport durable, vous avez un impact justement sur les clubs professionnels pour que ce soit un peu une référence et un modèle qui se duplique justement chez les amateurs ? Est-ce que vous essayez justement de faire des choses avec eux ? Nous, on travaille que pour les clubs sportifs amateurs. Non, mais vous ne pouvez pas donc essayer de les contacter pour essayer de mettre des choses en place ? Dans le milieu professionnel, les ligues et les clubs ont déjà quand même normalement des équipes où ils travaillent sur ces sujets-là. Donc nous, on s'est dit le maillon qui manque, c'est de s'occuper du sport amateur, parce que là c'est des bénévoles, ils ont 10 000 autres choses à faire que penser à ça. Comme tu disais, ils ont besoin de faire vivre une activité physique, avoir des inscriptions, des parents qui râlent, enfin il y a 10 000 trucs à gérer, et donc nous là on pense qu'on peut avoir un intérêt et être plus utile que dans le milieu professionnel où finalement c'est quand même des entreprises qui sont structurées. Donc là il y a d'autres programmes d'accompagnement, il y a l'ADEME, il y a beaucoup de gens qui peuvent les aider à décarboner leur structure, alors que le milieu associatif amateur est parfois un peu plus oublié.
Oui, bien sûr, mais ça représente 80%, vous avez dit, en Ça fait, de représente l'impact. Donc, 80%. c'est effectivement, allons au cœur du problème. Ces changements d'habitude, vous arrivez à le faire avec justement la carotte, mais en 7 ans, qu'est-ce que vous avez observé sur le changement d'habitude, justement? Est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce qu'il y avait un avant et un après Covid? Puisque 7 ans, c'était avant le Covid. Il y a eu juste après le Covid, ça y est, tout le monde covoiturait, on est vraiment tous dans un bon cercle vertueux, et après on reprend sa bagnole. Ça a fait ça, Non, ça revient Le Covid a fait un truc bien, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais post-Covid, il y a eu cette prise de conscience, ce début de prise de conscience, parce qu'avant le Covid, nous on s'est lancé en 2019. Avant le Covid, l'écologie dans le sport, ça n'existait pas, ce sujet, personne n'en parlait. Et après le Covid, les gens ont commencé à comprendre, notamment les organisateurs d'événements ont commencé à comprendre qu'il y avait peut-être un problème et qu'il fallait voir comment on pouvait s'y attaquer. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un avant-après Covid en termes de comportement des gens, mais pour ce qui nous concerne, nous, sur le covoiturage, il y a eu un avant-après carotte, parce qu'on parlait des statistiques et pour le coup, en ayant cette politique de rewards, de comment on récompense les gens, la pratique, etc., au début de Stadium Go, on avait 2,1 personnes par voiture. On est passé à 2,3. Aujourd'hui, on est à 2,9. Ah, bien, Sachant d'accord. que la moyenne nationale du covoiturage portée par les plus gros acteurs est à 3,2. Donc on n'est pas si éloigné et on s'en rapproche année après année. Donc on est toujours aussi intimement convaincu que c'est le bon modèle, c'est le bon système. Encore et toujours, comme je l'ai dit et je le répète parce que c'est important, si on ne promet pas un cadeau systématique et que les gens covoiturent uniquement pour ça. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on crée des habitudes, on retrouve les mêmes gens qui covoiturent d'année en année, on crée des amitiés, peut-être bientôt des couples, des enfants, on ne sait pas. Toujours est-il que les gens continuent de covoiturer. Moi je dis oui. Stadium Go, ouais. Peut-être. Mais ça serait merveilleux. Et à mettre en avant. Il y a combien d'utilisateurs de votre solution aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la particularité de Stadium Go, c'est qu'on a 2 choses. La première, c'est Stadium Go, donc on est un peu plus de 40 000 utilisateurs. Mais après, c'est aujourd'hui le cœur de notre modèle, c'est qu'on crée des plateformes sur mesure pour les organisateurs d'événements. Donc on a des plateformes avec certains clubs de foot, avec certaines grosses organisations comme le Tour de France, des fédérations, etc. Et vous organisez la logistique pour ces orgas ou pas? On leur permet de créer leur propre expérience de covoiturage sur laquelle les gens vont pouvoir organiser leur venue à l'événement. Et le petit bonus, ou en tout cas l'étape d'après qu'on va lancer à la rentrée, puisque Justine t'en parle depuis tout à l'heure, c'est le sport amateur. Parce que Justine en a parlé, et le sport amateur cumulé au sport professionnel, on est à 3 millions de kilomètres chaque week-end qui sont parcourus. C'est énorme. Donc il y a un vrai besoin sur le sujet, au même millions. titre que les équipements, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a des besoins. Et c'est important d'avoir des acteurs comme l'Institut du sport durable, par exemple, qui nous mettent en avant, nous porteurs de solutions, pour arriver à être en contact de toutes ces organisations. Justine, là, on a 2 acteurs. On a les maillots, effectivement, et on parlera un petit peu un peu plus de la manière que vous avez de produire ces maillots. Vous avez dit que c'est pas évident de recycler du polyester. On a le covoiturage. Est-ce qu'il y a d'autres solutions comme ça auxquelles vous pensez qu'on pourrait mettre en avant aujourd'hui, justement? Alors, sur le bilan carbone du sport en France, premier poste d'émission, 60%, c'est le transport. D'accord. Deuxième poste d'émission, 20%, c'est les articles de L'équipement. sport. D'accord. Donc là, déjà, on est dans le mille quoi, dans cette table ronde. On couvre pas mal de choses. Ensuite, vient la partie infrastructure sportive. Donc, est-ce qu'on construit des nouveaux stades à chaque fois? Est-ce qu'il vaut mieux pas rénover avec des matériaux biosourcés? D'accord. Inciter à isoler les bâtiments? On le voit bien, les gymnases, ils ne sont pas adaptés aux fortes chaleurs. Ils sont pas adaptés à quand il fait très froid. Enfin, on a un problème sur nos gymnases et nos infrastructures sportives en France. D'accord. Ensuite, il y a la partie alimentation. Alimentation, c'est qu'est-ce qu'on offre aux buvettes, dans les stades. Et là, l'enjeu, ça va être de végétaliser, c'est-à-dire apporter plus de protéines végétales qu'animales dans ces buvettes-là. C'est ça qui va permettre de réduire l'empreinte carbone. Et tout au bout, en fait, 1%, ce sont les déchets. Et ça, c'est ce qui peut être parfois un peu contre-intuitif parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur le tri des déchets, les politiques de gestion des déchets. Ça ne présente qu'1%. Et c'est 1% d'un bilan carbone si on prend le facteur carbone. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte les pollutions plastiques, la santé. Ça dépend des indicateurs qu'on prend. Mais l'indicateur juste carbone, c'est 1% du bilan carbone d'un club. Donc il faut le faire parce que c'est très visible et que c'est les premières choses auxquelles on pense. Mais nous, on montre aussi qu'il y a tout un panel de solutions en faisant du covoiturage, des approvisionnements en circularité sur les équipements. Et qu'en fait, avec ça, on va avoir plus d'impact que si on met une poubelle de tri. Et qu'en plus, c'est très difficile de bien trier ces déchets sur un événement ou sur une infrastructure. Et puis, on l'a déjà vu que toutes les poubelles finissent au même endroit. Assez Alors souvent, non, pas toujours et pas partout, heureusement. Non, mais ça a été... Non, mais...
Pardon, mais on l'a vu. Enfin, donc ça n'incite pas forcément le spectateur à faire attention à son gobelet, son cornet de frites, etc. Non, je sais bien, mais donc et ça représente, comme vous l'avez dit Justine, que 1%. J'aimerais revenir sur les 20%. L'équipement. Aujourd'hui, vous équipez 1000 clubs en club amateur ou un peu de professionnel aussi. Un peu de professionnel. D'accord. Ça représente combien? Quelques clubs. D'accord. On a... Donc il y a encore beaucoup de chiffre d'affaires possible. Et de clubs à même si convaincre. pour ceux qui savent sur cette table, les clubs professionnels ne sont pas non plus les clubs qui rapportent le plus de chiffre d'affaires. D'accord. Soyons tout à fait honnêtes. Mais c'est ceux qui influencent le plus. C'est aussi une réalité, tu l'as dit tout à l'heure. Les athlètes et les clubs professionnels ont une audience Bien sûr. et un pouvoir d'influence extraordinaire. Donc nous, on s'est développé sur ce que les Anglais appellent le grassroots, la base du sport. D'accord. Et je pense que c'est comme ça que tu développes le mieux une marque, mais aussi une influence, parce que, j'aime pas dire ça comme ça, mais tu rentres un peu dans la tête des jeunes, mais c'est eux qui vont décider. Bien sûr. Donc si un décideur si un jeune de 8 ans aujourd'hui, il trouve que Nolt en fait c'est cool, et c'est aussi cool qu'une autre marque, et ben quand il sera en âge de voter, et ben peut-être qu'il se dira que oui, on peut imaginer l'écologie sur un modèle économique qui fonctionne, ça existe. Donc moi je suis convaincu de ça, je suis convaincu que, tout à l'heure tu m'as posé la question, comment on s'est lancé, pourquoi, il y avait ce sujet de se dire que, au-delà du fait qu'il y a une réalité, il y a un vrai problème, tu portes un maillot 24 heures, tu le jettes, il y a aussi un autre sujet, c'est que le sport est un fabuleux outil d'intégration, on le sait tous, on a beaucoup parlé de ça. Donc tu parlais du social tout à l'heure, le sport est vraiment un outil extraordinaire, mais le sport est aussi un fabuleux outil d'éducation autour des sujets de l'environnement. Donc nous, c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans le sport amateur. Maintenant, ça fait 6 ans. Donc on a construit une marque, on est au début, mais on a construit une marque qui commence un peu à gagner en notoriété. Et souvent, de plus en plus, les gens savent que Nolt, c'est parce que c'est une marque de sport écolo. Mais tant mieux. C'est très bien. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on aille séduire des structures professionnelles. D'accord. Pour leur dire, les gars, on sait faire. Faites-nous confiance, nos maillots, ils vont pas craquer. Ouais. C'est de la bonne qualité. Donc voilà, c'est ce qu'on remet aux questions aujourd'hui quand on passe. On nous pose encore la question. Quand on prend un maillot recyclé, c'est ça le plus gros frein, c'est ça va pas tenir dans le temps, c'est ça. Alors il y a un peu de ça. Finalement, il y a que 24 heures, hein. Pardon, mais ouais. C'est l'argument qu'il faut mettre en face. Et surtout quand on voit la Coupe du Monde, il y a beaucoup de maillots qui se déchirent et c'est pas des maillots Nolt. Hein. Il y a un problème de colle d'ailleurs sur l'équipe de France, je pense qu'on l'a tous vu. Mais bref, combien de maillots ça fait chez Nolt par an de produits? Alors l'année dernière, on a fait 120 000 maillots, shorts, chaussettes. D'accord. Donc kit. Et cette année, on va doubler ce chiffre. Donc ça commence à être pas mal. Mais attention, hein, en face de nous, on est sur un marché où il y a une vingtaine de marques et il y a personne qui fait moins de 10 millions de maillots. Donc d'accord. Faut se rendre compte aussi, à l'échelle de ce qu'on fait, c'est pas mal. Oui, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît vraiment pas mal. En partant de 0 il y a 5 ans, c'est pas mal. Mais on a de la route encore. D'accord. Donc l'idée, c'est d'aller voir les clubs professionnels pour qu'ils aient un impact et qu'ils soient influents sur les jeunes, pour que tous les plus petits clubs qui ont l'impact de 80% sur l'empreinte carbone puissent finalement... Voilà, c'est ça. Il y a toute l'image aussi à construire. C'est fondamental. Nous, on a la chance d'avoir un ambassadeur comme Omar Da Fonseca qui est très visible et sa voix porte. Il a une influence énorme sur la notoriété de la marque. Et le business case, Omar, te rappelle qu'en fait, si tu as la bonne personne qui parle du bon message, en fait, tu peux vraiment installer la marque. Ouais. Donc nous, il nous faut les clubs, il nous faut les événements. On a la chance d'avoir signé les Jeux du Pacifique qui auront lieu à Tahiti l'année prochaine. Donc c'est quand même 24 nations dans le Pacifique. Et ça sera que des maillots Nolt. Que des maillots Nolt. Bravo. C'est extraordinaire. Ouais, c'est très très bien. Ça va avoir un impact. Encore une fois, c'était un peu le truc à côté où ils vont pas les autres, donc nous on y va. Et en fait, vous avez bien fait. Vous restez un entrepreneur avant tout. Vous êtes là pour l'environnement, bien évidemment, mais vous êtes entrepreneur. Faut développer la marque. Exactement. Et si tu fais une marque franco-française, c'est pas comme ça que tu construis une marque planétaire. Donc il faut trouver des opportunités qui permettent d'avoir le message ailleurs. L'équipe de France de CC Foot, qui est championne paralympique, qui est une magnifique équipe de foot. Il n'y a pas que la 3F, hein, même si heureusement qu'il y a la 3F. L'équipe de France de CC Foot, ils sont en Nolt, ils iront à Los Angeles en 2028 en Nolt. Et je pense que ça porte le message aussi. C'est la preuve qu'on peut faire des maillots pour des athlètes médaillés olympiques. Oui. C'est possible. Recycler, c'est possible. Mais maintenant, voilà, c'est une brique après l'autre. Exactement, c'est ça. Justine, est-ce qu'il y a des organisations sportives auxquelles vous pensez qui sont plutôt très bons élèves et qu'on pourrait suivre aujourd'hui? Sans taper sur les autres, évidemment, mais est-ce qu'il y a une fédé ou voilà, une organisation sportive à laquelle vous pensez? Alors, il y a nous, on est déconventionné avec une quinzaine de fédérations et il y a plus de 1500 clubs qui font partie de notre collectif. D'accord. Et la première chose qui nous a frappé, c'est de voir qu'il y a énormément de clubs qui font déjà des choses.
c'est qu'ils n'attendent pas qu'on leur parle d'écologie, de choses pour mettre en place des actions. C'est qu'il y en a qui s'engagent déjà vraiment. Et nous, c'était le postulat de l'Institut du sport durable, c'est de dire on va valoriser ceux qui font bien pour donner envie aux autres de s'engager. Donc toutes les semaines, on est dans les clubs, dans les territoires pour voir comment ils font et comment on peut en inspirer d'autres. Et ça, c'est très très motivant de se dire il n'y a pas de backlash écologique, moi je trouve, dans le milieu du sport. C'est juste qu'ils ne savent pas par où commencer et qu'ils n'ont pas d'argent. Mais si on arrive à lever quelques freins d'engagement en disant ça va permettre de motiver des nouveaux bénévoles, ça va permettre d'engager des gens dans la démarche, et bien souvent ils sont très partants. Alors après, sur les disciplines, moi j'ai en tête beaucoup de clubs de tennis. Le tennis, ça fait quand même, je trouve, pas mal d'années qui travaillent sur ces sujets parce que la fédération a impulsé des labels, la collecte, par exemple, l'opération balle jaune de collecte de balles de tennis, ça fait 10 ans que ça existe, je crois. Donc il y a quand même des initiatives qui ont été lancées dans le tennis depuis longtemps. Je pense que les sports outdoor aussi ont une sensibilité peut-être un peu plus marquée sur les sujets d'environnement parce qu'on est plus dépendant de la mer, de la montagne ou des lacs pour faire son activité. Mais ça ne veut pas dire que c'est les moins émetteurs, loin de là, parce qu'ils se déplacent beaucoup. Bien sûr. Et non, après, il y a beaucoup de fédérations quand même qui structurent leurs engagements, le rugby, le foot, c'est des fédérations avec lesquelles on travaille vraiment beaucoup. Et on voit qu'il y a des progrès, en tout cas, ça avance. Maintenant, on aimerait que ce soit plus largement... Bien sûr. Voilà, plus largement déployé. Voilà, que ces modèles soient plus reproduits dans ces organisations. Romain, un peu la même question que Justine. Vous travaillez donc avec des organisateurs. C'est quoi les sports un peu bons élèves qui mettent en place ces solutions ? Il y en a plein, mais ceux sur lesquels on a le plus de recul, parce qu'on a commencé par là, c'est le foot et le rugby. Et encore une fois, parce que le foot et le rugby sont parmi les deux sports, je parle au niveau professionnel, qui sont les plus développés, les plus visibles. Et donc plus eux performent, plus les autres vont pouvoir s'en inspirer. Et donc aujourd'hui, le foot, le rugby, j'ai pas connaissance qu'il y ait beaucoup de clubs qui n'encouragent pas au covoiturage, parce que le covoiturage en soi, on ne l'a pas inventé, il existe depuis des dizaines d'années. Mais néanmoins, c'est un réflexe simple qui n'est pas toujours poussé. Et au-delà de ça, effectivement, je rejoins ce que disait Justine, on a aussi beaucoup de grosses ligues, de grosses fédérations qui impulsent aussi une initiative. Et il y a un effet que nous, on a constaté avec ces 7 ans de recul et que je trouve assez bien finalement, c'est un effet un peu moutonnier. Dès qu'un club lance quelque chose et que ça marche, les autres vont le copier. Ouais. Et si on peut faire en sorte qu'il y ait un maximum d'organisateurs qui se copient sur le volet durable, je pense qu'on aura tous gagné vis-à-vis de la mission qu'on s'est donnée. Évidemment, évidemment. Il faut leur demander, faites des réseaux sociaux, les gars, Instagram, Facebook, voilà, ça c'est Nold, ça, voilà, je suis venu avec Stadium Go. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, c'est avec l'influence. J'aimerais parler rapidement de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, qui a un gros impact carbone, c'est un petit peu le problème aujourd'hui, est-ce qu'elle va accélérer la transition écologique, à votre avis ? Tu vois, chez Nolt, c'est un sujet... Vous l'utilisez un petit peu, il me semble, pour les maillots. C'est un sujet où justement. on y a beaucoup réfléchi parce qu'on est conscient de l'impact. Et encore, je pense qu'on n'a pas tout vu sur l'impact qui arrive. Notre truc à nous, je t'en parlais, il faut imaginer une autre façon de distribuer les maillots si tu veux proposer des maillots accessibles à tout le monde. Si j'ai plusieurs distributeurs, il faut que tout le monde mange. Mon maillot va coûter beaucoup trop cher parce qu'il coûte beaucoup trop cher à produire. Donc on travaille uniquement sur notre site internet. On a un configurateur 3D où les gens font eux-mêmes leur maillot. Et là, on utilise l'IA depuis le début du mois de juin. On a développé un module où est-ce que tu peux prompter ton maillot. Donc tu écris je voudrais le maillot de l'OM, mais avec les couleurs de l'OGC Nice. C'est une commande de Romain ? Non. Et bah tu l'as. Alors évidemment, t'as pas les logos parce que c'est interdit, mais ouais. Tu vas avoir un design qui va mélanger les deux clubs. Bon, c'est très rare d'aimer ces deux clubs-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie... Depuis qu'on a lancé ce truc-là, le site est en train de décoller. C'est vrai ? Donc il y a un vrai sujet, c'est que le but du jeu, c'est que Nolt grandisse pour que notre impact grandisse. Donc on utilise un outil qui est un outil extraordinaire, l'IA quand même, qui nous permet... Mais tu as quand même réfléchi à ne pas l'utiliser beaucoup trop, justement pour continuer à pas trop contribuer à cette empreinte. J'ai vu cette discussion à l'époque des NFT où tout le monde se jetait dans les NFT et on se disait mais en fait c'est intéressant les NFT pour ce qu'on fait. On n'y est pas allé parce que on se disait que c'était une bulle et il y avait un impact complètement fou pour la planète. Là l'IA c'est quand même autre chose. L'IA c'est pas un sujet en side. C'est-à-dire que ça va remplacer tout ce qu'on connaît. Et nous, on l'a testé ce mois-ci là, avec ce nouveau module. Honnêtement, si tu veux scaler, j'aime pas ce terme, mais si tu veux scaler ce qu'on fait, c'est un accélérateur extraordinaire. D'accord. Je pense que toi aussi, tu as des sujets chez toi, c'est sûr, mais nous, en tout cas, pour notre client, c'est ce qu'il attend et il faut le faire.
Et alors vous, est-ce que Romain, vous l'utilisez l'IA? Oui, Et à quel niveau? En fait, la manière dont on utilise l'IA va influencer notre capacité à faire adopter le covoiturage plus vite, en ce sens que, avec l'IA, qui est un formidable outil, même si ça a ses limites à plein de sujets, on peut accélérer beaucoup plus vite sur le développement du produit, du service, notre capacité à rendre l'expérience la plus qualitative possible. Et on peut accélérer aussi sur notre capacité, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais une fois qu'on a la solution de covoiturage qui tourne, c'est bien. Mais il y a aussi notre capacité à accompagner les clubs de manière individuelle ou quasi individuelle sur communiquer les bons messages, avoir les bons éléments de langage, mettre en place des choses. Et l'IA est un vrai accélérateur qui nous permet d'aller beaucoup plus vite sans augmenter les ressources dont on a besoin pour le faire. D'accord. Justine, qu'avez-vous remarqué à l'Institut du développement durable? La question qui était, est-ce qu'on va réussir à mieux décarboner avec l'IA? La réponse est non. C'est que globalement, on peut faire la comparaison. Le bénéfice par rapport à ce qu'on gagne. Quand il y a eu du numérique, on s'est dit, mais le numérique, ça va nous aider à rationaliser plein de choses que quand on avait nos papiers, et du coup, on va réussir à avoir des émissions qui sont inférieures. Non, on en a eu plus parce qu'on a ajouté une couche. En revanche, maintenant que c'est là, si ça peut accélérer le passage à l'échelle de solutions comme Nolt, comme Stadium Go, en effet, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas rester à la marge parce que, voilà, pour des choix éthiques. Mais est-ce que ça va nous aider à décarboner l'économie? Non, nos émissions, elles vont augmenter et largement, et va se poser une question d'allocation des ressources, notamment de l'énergie. Est-ce qu'on a besoin de cette électricité pour faire fonctionner des data centers, faire des voitures électriques, faire à manger, faire des usines? Il va falloir collectivement qu'on arrive à se poser la question de la société dont on a envie. Voilà. Enfin, se poser collectivement, on l'a clairement pas fait, même au début de l'intelligence artificielle, donc je vois pas à quel moment on va le faire, en tout cas sur notre sujet du sport. J'aimerais terminer par un tour de table un peu concret, en 1 minute chacun. Si là, il y avait un dirigeant de club, un dirigeant d'organisation sportive, à qui vous aviez envie de dire il faut y passer, c'est quoi le premier pas qu'il peut faire? Alors, je vais commencer par Justine, puisque vous partagez les feuilles de route un peu type, mais le premier pas qu'on peut faire pour faire du bien à la planète. En tout cas, lui faire moins mal. Nous, les prérequis qu'on dit côté au Shift Project à l'Institut du Sport Durable, il y en a 4. C'est former les dirigeants aux enjeux de la transition écologique, sensibiliser ses adhérents à ces enjeux-là aussi, planifier son action et coopérer avec les acteurs de son écosystème. C'est déjà, commençons par là. On fait une feuille de route, on met les gens autour de la table avec qui on travaille, et ensuite on forme et on sensibilise pour déjà qu'on soit au bon niveau d'information pour pouvoir ensuite avoir une feuille de route sur le transport, avoir une feuille de route sur les articles de sport. Voilà, déjà, il y a un besoin de comprendre, je pense, la globalité du sujet et surtout de le planifier. Et ça, en termes de durée, vous diriez que ça prend combien de temps à peu près quand il y a une fédération qui vient voir ou une organisation sportive? C'est quoi? C'est 6 mois de réflexion? 1 an de réflexion? Ouais, il faut une impulsion, oui, qui peut prendre 6 mois, 1 an, mais après, là, il y a 25 ans maintenant pour se mettre en marche. Donc, voilà, c'est que ça va être... C'est que le début, quoi. Il faut vraiment... Ça va être long. Ça va être long. Mais on y croit et on est en train d'aller vers ça, en tout cas. Et Nolt est là pour ça. Même question. Ma réponse, ça serait c'est assez simple, de tester Stadium Go. En fait, ça c'est sympa. Donc il va falloir tester le maillot. En plus, sans blague, je le dis, le truc le plus simple, avec le plus d'impact, le plus rapide, n'empêche, c'est sa solution. C'est les déplacements. Mais on le disait, c'est 60% des impacts. Bien sûr. Nous, on compte que pour 20%. Alors c'est énorme. Mais la réalité, c'est que venir chez Nolt, souvent, ça demande un changement de paradigme. Je suis chez Adidas, Nike ou Puma depuis 10 ans. Venir chez moi, ça veut dire que tu changes tous tes équipements, tu transformes tout ton club. Il y a des contrats et des partenariats à casser aussi. Enfin, voilà, ça prend plus de temps. C'est un peu plus long. Et ça demande d'expliquer aux jeunes qu'on passe chez Nolt. Ouais. Alors évidemment, ça fonctionne très bien et ça va de plus en plus vite dans les petits clubs. Mais dès qu'un président de club est un peu structuré, le truc que j'ai envie de dire en premier, c'est si tu veux vraiment avoir un impact relativement rapide, honnêtement, le truc le plus simple qui peut montrer déjà l'exemple, c'est, avant même de parler de covoiturage, arrête de filer des bouteilles d'eau en plastique là, à tous les minots. Numéro 1. Franchement, clairement. ça, j'en peux plus. Ouais. Et là, t'arrêtes de faire ça, et après, tu dis à tout le monde de faire du covoiturage. Et après, tu reviens me voir. En troisième, on va voir Nolt. Bon, Romain, j'imagine que ça va être, une fois que il y a le covoiturage, on va aller prendre des maillots quand même recyclés. On fera gagner des maillots Nolt dans les covoiturages. Mais voilà l'idée. La boucle est bouclée. Non, je pense que moi je dirais un truc assez simple qui est on a donné des généralités sur le fait que effectivement globalement 80% du bilan c'est les transports, 20% c'est le textile, etc. Je pense que la bonne première étape et qui est aujourd'hui pas encore toujours faite, c'est de mesurer son bilan carbone, de savoir d'où on part, parce qu'il y a des clubs pour qui c'est peut-être que 60% le transport et il y a d'autres sujets qui
pour lesquels d'autres organisateurs ne vont pas être concernés. Et même à l'intérieur du transport, on a des clubs ou des organisateurs où il y a des spécificités où, par chance, parce que c'est bien desservi, typiquement, les gens ne viennent pas en voiture ou très peu. Donc je pense que la mesure du bilan carbone, et il y a plein d'acteurs très qualifiés pour ça, permet de poser un cadre de « Ok, moi, dans mon club, dans mon organisation, j'en suis là. Maintenant, une fois que j'ai ça, effectivement, j'ai ce sujet-là, il y a Nolte, j'ai ce sujet-là, il y a Stadium Go, j'ai un besoin de sensibilisation, il y a l'Institut du port durable, etc. Mais au moins, je le fais en ayant une feuille de route et pas, parce que ça arrive encore parfois, il y a des gens qui sont très volontaires, des organisations qui veulent faire plein de choses, mais comme elles n'ont pas mesuré là où il y avait vraiment un besoin, elles ne vont pas forcément nécessairement toujours dans la bonne direction et donc elles perdent un peu de temps par rapport à notre enjeu commun d'arriver à notre objectif. Il nous reste 2-3 minutes avant de conclure cette table ronde. Si on se retrouve ici dans 10 ans, on se refait une petite table ronde tous les trois, ça sera quoi le symbole d'un sport enfin durable? Et encore une fois, j'ai envie de commencer avec Justine, pour l'impulsion. Ah, il y a Romain qui a la réponse. Justine, si tu veux quelques secondes de plus. Je pense que dans 10 ans, si on continue à faire autant de sport, ça sera déjà un bon signe. Parce que pour l'instant, si on continue sur cette trajectoire, et que ce soit au niveau international ou au niveau local, ça met en péril notre pratique. Donc si déjà dans 10 ans, on arrive toujours à faire autant de sport, c'est peut-être qu'on aura adapté nos championnats, adapté nos calendriers, mis en place des actions de décarbonation, ce qui nous permettra de pouvoir continuer à faire du sport. D'accord. Donc ça, moi, je le souhaite que dans 10 ans, il y ait autant de clubs, qu'on puisse pratiquer autant le sport et qu'on puisse développer la pratique. Mais ça se fera seulement si on arrive à prendre vraiment au sérieux ce problème-là, et que tous les plans de développement de la pratique qu'on fait à horizon 10 ans, si ça n'intègre pas les enjeux de la transition écologique, a priori, il y a un moment, ça va rencontrer un mur et ça va s'effondrer tout d'un coup. Donc, Mais c'est très audible et intelligible, et moi je ne pensais pas que la pratique du sport était mise en péril à cause justement de ces problèmes climatiques. Je ne savais pas du tout, donc merci beaucoup Justine. Voilà, on commence. J'avoue que je ne me rendais pas compte non plus. Donc nous sommes deux, hein, on se rend compte. Merci Justine de nous avoir. Ça fait quelques on veut week-ends. continuer à faire du sport. Il y a quelques weeks-ends, il n'y a plus de musique, il y a plus de. On s'en rend compte. Moi, si dans 10 ans on arrive à se parler Festival là, annulé, bah oui. compétition annulée à cause effectivement, et Attends, on on s'en rend repart compte. d'ici 4-5 jours dans un autre épisode C'est fou. de canicule. C'est fou. Là, on se parle sous une verrière. Si dans 10 ans, au 1er juillet, on arrive à se parler sous une verrière sans la clim, c'est qu'on aura réussi. Il y a peut-être la clim, mais il fait très chaud en tout cas. Je sais pas. Ça n'a pas l'air En tout cas, extrêmement c'est qu'on aura efficace. réussi. Parce que là, on prend une pente qui n'est pas la super pente. Donc si on arrive à retourner le match et faire en sorte que dans 10 ans, on puisse encore se parler au mois de juillet à Paris sous une verrière, c'est que c'est pas si pire. Moi, je pense qu'on devrait aller voir aussi au niveau des calendriers, puisque quand on fait en fait des Coupes du Monde en plein, tu vois, je dirais à 50 degrés dans des stades climatisés, c'est quand même une énorme hérésie. Ça pourrait être aussi, c'est marrant. Ça représente combien, ça, justement, la climatisation de stades ouverts? pas grand-chose. En fait, c'est moins de 10% d'un bilan carbone. Mais c'est un truc qui vraiment choque les gens, on est d'accord? Mais c'est un symbole, c'est visible. Mais là, la Coupe du Monde qui est en ce moment, c'est la Coupe du Monde la plus émettrice qu'on ait jamais enregistrée, 2 fois plus que les JO, plus que les Qatar. Et c'est surtout parce que c'est le déplacement des spectateurs. Donc là-bas, il n'est même pas question de covoiturage. Tous les stades sont reliés en voiture individuelle. Et ensuite, c'est de l'avion entre chaque stade. Ouais. Donc ça a été absolument mal pensé. Je suis d'accord. Alors, dans 10 ans, on se retrouve. Tiens, le sport durable, ah là là, ça fait du bien. Déjà, il y en a eu du boulot parcouru en 10 ans. Dans 10 ans, j'espère que notre ami Gianni Infantino aura arrêté de prendre son jet pour aller voir tous les matchs. En même temps, pour aller d'une ville américaine à une autre, non, moi le j'allais train, dire c'est un compliqué. truc un peu similaire mais différent de Paul. Je pense que si on refait la même table ronde dans 10 ans, c'est qu'on aura perdu la bataille. Parce qu'on sera encore à expliquer comment on fait. Ouais. Et donc moi, la version optimiste, éternel optimiste, c'est de dire que dans 10 ans, on aura compris qu'il ne faut pas continuer à corriger ce qui est mal fait pour l'adapter, mais qu'on aura vraiment inclus les sujets d'impact tout en haut de la pyramide du sport, et que le développement du sport sera fait sous le prisme de l'impact et pas l'inverse. Ouais. Ça sera le mot de la fin, j'adore. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec moi, merci pour vos éclairages et vos témoignages. Voilà, on parle du sport comme un formidable terrain de performance. Aujourd'hui, on a compris qu'il devait être également un terrain d'innovation. Derrière chaque kilomètre évité, on pense à notre grand président de la FIFA, chaque équipement repensé ou chaque donnée mieux exploitée. Il y a la même ambition, continuer évidemment de faire grandir le sport sans alourdir son empreinte sur la planète. Il y a encore beaucoup de travail et j'espère que dans 10 ans, il y aura plus cette table ronde évidemment. La prochaine grande victoire ne se jouera peut-être pas seulement sur le terrain, mais peut-être dans sa capacité à emmener toute la société dans son sillage. Merci encore de votre attention, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Big Media.